Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Échos urbains, le podcast de France Urbaine. Aujourd'hui, nous allons parler tourisme et plus exactement tourisme durable et responsable. Alors pour commencer, quelques informations que vous connaissez sûrement déjà. Le tourisme est en effet un secteur économique clé de la France. Il représente 7,4% de notre PIB. La France était encore la première destination touristique au monde en 2021. Mais le tourisme, c'est aussi 11% de nos émissions de gaz à effet de serre. Alors on le sait, le surtourisme ou tourisme de masse a des effets néfastes. Je peux vous en lister quelques-uns, comme la pollution, la surconsommation des ressources naturelles, la destruction des écosystèmes, la perte de biodiversité, la dégradation des sites, l'inflation subie par les populations locales ou encore les nuisances sonores. Face à la pression touristique, certains territoires se voient obligés de mettre en place des mesures pour protéger leur patrimoine. Alors comment concilier tourisme d'agrément et écologie ? L'économie touristique peut-elle évoluer vers un modèle durable et soutenable ? Ce sont les questions que l'on va se poser aujourd'hui avec Laurent Lardy, adjoint au maire de Marseille, et Louisa Maronne, responsable du pôle tourisme urbain d'Atout France. Bonjour. 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 Louisa Maronne, je me tourne vers vous pour commencer. Un rapport de l'ADEME dénombre 278 millions de touristes en France au cours de l'année 2017. Et le bilan carbone associé s'élève à 118 millions de tonnes d'équivalent CO2. Alors quel est l'impact réel du tourisme, et notamment du surtourisme, sur le patrimoine français ? En effet, l'ADEME s'est appuyé sur les chiffres des activités touristiques en France pour déterminer un bilan des émissions de gaz à effet de serre du tourisme à l'échelle nationale, ce qui est le premier exercice de ce type au monde. Donc tout d'abord, rappelons que la France est la première destination touristique mondiale et que le tourisme en France, c'est aujourd'hui plus de 7% du PIB et 2 millions d'emplois directs et indirects. Donc il est vrai que depuis quelques années, on parle beaucoup plus de surtourisme et notamment dans les dernières semaines, cette thématique a été particulièrement au cœur de l'actualité touristique, notamment après la sortie d'une liste de 10 destinations touristiques à reconsidérer par Fodorst Travel. Et parmi ces destinations considérées comme congestionnées, 2 d'entre elles sont effectivement françaises. Il s'agit des falaises d'Étretat et des Calanques de Marseille. Donc, qu'en est-il concrètement ? En France, je dirais que l'expression la plus appropriée pour parler de ce phénomène serait le terme de pic de fréquentation parce que, voilà, finalement, on est encore loin des affluences observées dans certaines villes européennes. Certains territoires, ou plus exactement certains quartiers ou grands sites, sont effectivement confrontés à de fortes affluences, mais ces phénomènes sont généralement, saisonniers ou ponctuels lors de grands événements comme la braderie de Lille, par exemple, des marchés de Noël à Strasbourg, à Colmar ou encore des festivals comme le Festival d'Avignon, par exemple. En France, on constate plutôt des phénomènes limités dans le temps et dans l'espace parce que notre fréquentation internationale est finalement nettement plus étalée que celle d'autres destinations du bassin méditerranéen. Donc, très souvent, les médias prennent des exemples qui correspondent en réalité à des pics ponctuels et qui sont très souvent en décalage avec des points de référence, d'où un enjeu crucial pour nous d'avoir des indicateurs objectifs et non subjectifs et des outils qui nous permettent d'évaluer précisément les pics de fréquentation qui peuvent générer effectivement un sentiment de saturation pour certains et avoir des impacts négatifs sur les patrimoines les plus fragiles. Donc l'objectivation de ces phénomènes est prioritaire pour nous. Et effectivement, les désagréments liés au fort flux de tourisme sont à prendre très au sérieux puisqu'ils peuvent entraîner des dégradations territoriales qui peuvent se traduire par des nuisances à l'égard des habitants et bien sûr dégrader l'expérience touristique elle-même. Donc il est essentiel pour un territoire de réfléchir également en amont à sa charge maximale afin de piloter l'ensemble des paramètres comme l'offre touristique stricto sensu, mais également des services d'accompagnement comme le logement des saisonniers, le ramassage des déchets ou encore l'urbanisme. Donc on sait qu'il y a des phénomènes d'affluence forte dans certains territoires, comme à Étretat ou dans les Calanques, mais en réaction, il y a également une forte volonté d'action avec notamment le parc national des Calanques de Marseille qui a mis en place un système de réservation avec un plafond quotidien de 400
500 visiteurs. Et il faut également savoir que tous ces enjeux sont identifiés au plus haut niveau de l'État, puisque Atout France participe au groupe de travail sur la gestion des flux du comité de filière piloté par la DGE et le réseau des grands sites de France, afin de proposer des actions en réponse et en anticipation de ces phénomènes. Enfin, pour terminer, il faut souligner que le tourisme a également énormément de retombées positives. Outre les retombées socio-économiques, il y a également des effets vertueux pour les territoires eux-mêmes. Donc, grâce aux afflux touristiques, certains sites ont fait l'objet d'une protection spécifique sur le plan environnemental, notamment grâce à des labels comme le Pavillon bleu ou celui relatif aux grands sites de France, par exemple. On imagine que l'un des objectifs de la plupart des grands territoires urbains, c'est de s'assurer que son territoire est une destination de choix, une destination touristique attractive. Laurent Lardy, selon vous, le tourisme urbain est-il compatible avec la qualité de vie des habitants et la préservation du patrimoine? Oui, oui, je partage largement ce qu'a dit Louisa Maron, hein. On fait les mêmes constats ici. Il faut savoir qu'on vient de une situation quand même tout à fait spécifique à Marseille, c'est-à-dire que Marseille, il y a 20 ans, n'était pas une ville touristique. Elle est devenue très progressivement, à la fois par le développement de la croisière à partir du début des années 2000, et puis à partir de globalement d'une articulation qui se trouve autour de Marseille, capitale de la culture en 2013, une attractivité grandissante depuis. Donc la question qui touche à l'attractivité aujourd'hui n'est pas tellement la nôtre du point de vue de la promotion de la destination, dans la mesure où, au contraire, aujourd'hui, Marseille est une destination à forte fréquentation, de plus en plus importante chaque année, si on accepte évidemment les variations dues à la crise Covid. Donc nous, notre question aujourd'hui, elle est plus effectivement autour de l'idée de travailler sur l'accueil plutôt que sur la promotion. Le fait d'être devenu de pas du tout touristique à très touristique aujourd'hui, ça pose une question essentielle pour nous, c'est la manière avec laquelle ce tourisme est perçu à l'intérieur de la ville. Donc, lorsqu'on donne une direction politique, qui aujourd'hui correspond très clairement d'ailleurs au projet pour lequel les Marseillais nous ont offert leur confiance il y a plus de 2 ans maintenant, on sait déjà, peut-être que c'est un premier élément de réponse très concret, que cette politique ne peut pas être une réponse aux seuls professionnels du tourisme. Je crois que c'est une erreur qui a souvent été commise. Et nous, évidemment, ce qu'on souhaite, c'est associer largement les habitants à cette politique de développement touristique, parce que, en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que le tourisme ne se développe pas de manière harmonieuse contre les habitants. C'est absolument impossible. Avoir une opposition des habitants à un projet de développement touristique est inenvisageable. Et c'est vrai que par rapport à ce que disait Louisa Maron sur des zones, puisque c'est bien ça qu'on a aussi sur Marseille, des zones surfréquentées. Ce rejet, il est visible. Et puis, je pense surtout que, en termes d'expérience touristique, se retrouver dans un endroit dans lequel on se retrouve à beaucoup de touristes et beaucoup de visiteurs en même temps, aux mêmes périodes de l'année, est une expérience qui n'est profitable pour personne, pas plus pour les visiteurs que pour les habitants. Vous avez tous les deux évoqué le problème des pics de fréquentation, qui peuvent fragiliser des sites et rendre l'expérience touristique désagréable, à la fois pour les habitants et pour les touristes. Marseille a fait le choix de ne plus chercher à attirer de nouveaux touristes, vous nous le disiez. Louisa Maron, les villes peuvent-elles continuer à accueillir autant de touristes? Je dirais que la réponse est aujourd'hui est surtout d'accueillir mieux parce que comme on l'a dit précédemment, cette situation n'est profitable pour personne et de trop fortes affluences, nuisent à la qualité de l'expérience touristique. Il est donc important et crucial de développer des stratégies de gestion des flux dans les villes afin, de venir anticiper, ces phénomènes. Donc, l'une de ces stratégies est de promouvoir, des lieux hors du centre-ville, hors des sentiers battus, pour une meilleure diffusion des touristes, sur les territoires. Pour cela, un travail de qualification et de promotion de cette offre est réalisé à Atout France. Des développements, des réseaux de transport public également et la pratique du vélo sont des leviers, de développement indéniables, dans cette logique. Un autre moyen, consiste à favoriser un tourisme en toute saison. Donc l'espace urbain
a cet atout par rapport à d'autres destinations plus structurellement saisonnières comme le littoral ou la montagne. Et donc Atout France, avec des partenaires comme SNCF Connect, déploie des actions marketing pour promouvoir le tourisme en ville en période de plus basse fréquentation. Donc, il convient également de rappeler que les acteurs de la ville sont habitués à gérer des affluences importantes, notamment lors de grands événements. Donc, les villes détiennent souvent des outils de gestion des flux qu'elles utilisent lors des matchs de foot, lors des festivals, mais évidemment, elles ne sont pas à l'abri de débordements. Il y a également une question qui revient assez souvent avec, justement la perception par les habitants et la question du taux d'acceptabilité. Il faut savoir qu'en ville et notamment dans les grandes villes, les locaux sont habitués à avoir des touristes. Donc le taux d'acceptabilité vis-à-vis des affluences est finalement plus fort en ville que dans d'autres espaces. Et d'ailleurs, il y avait un baromètre lancé par Travelsat et TCI Research en 2020 dans 9 principales villes touristiques françaises qui avait montré que seulement 7% des résidents interrogés considéraient que le tourisme apportait plus de conséquences négatives que positives. Et par ailleurs, ce baromètre avait également établi un indice de tourismophobie et qui touchait un résident sur 20 dans les 9 villes françaises étudiées, soit un niveau bien inférieur à de nombreuses destinations européennes, dont certaines avaient parfois des taux supérieurs à 10%. Enfin, en 2019, Atout France avait également participé à une étude menée à Colmar sur l'attitude des habitants à l'égard du tourisme et notamment en période de marché de Noël. Et cette étude avait finalement montré qu'il y avait une forte acceptabilité des résidents et même pour aller plus loin, 85 d'entre eux considéraient les marchés de Noël comme un élément de fierté. Donc sans parler des retombées économiques importantes, le tourisme est donc finalement encore loin d'être remis en cause. Alors vous le dites tous les deux, pour les grands territoires urbains, l'objectif n'est plus aujourd'hui d'accueillir plus, mais d'accueillir mieux. On sent dans vos réponses qu'il y a une demande pour un tourisme plus durable et responsable, qui va privilégier les transports en commun et le vélo, le tourisme hors saison. Je vous pose donc cette question à tous les deux. Louisa Maronne, Laurent Lardy, concrètement, comment cette décarbonation de l'économie touristique peut-elle se déployer? Quels leviers avons-nous à disposition? Et de quels moyens les territoires urbains disposent-ils pour accompagner la transformation de l'économie touristique vers un modèle plus durable et soutenable? Et de quels moyens les territoires urbains disposent-ils pour accompagner la transformation de l'économie touristique vers un modèle plus durable et soutenable? Oui, alors avec le plan Destination France, depuis 2022, Atout France entend effectivement faire de la France une référence en termes de tourisme durable. L'objectif est de viser un équilibre entre les intérêts économiques, sociaux et environnementaux au travers de modèles plus compétitifs, durables, qualitatifs, innovants, mais également inclusifs. Et donc, dans le cadre de ce plan Destination France, des appels à manifestation d'intérêt ont été lancés. Donc, les lauréats bénéficieront d'un appui en ingénierie et en cofinancement d'études en partenariat avec Atout France. Et donc, parmi les projets sélectionnés, certains concernent directement la gestion des flux, comme par exemple un projet mené avec le conseil régional du Centre Val-de-Loire à propos des mobilités durables à Beauval. Il faut savoir qu'en période d'affluence, les routes menant aux eaux de Beauval sont effectivement fortement congestionnées. Il est donc question d'accompagner ce territoire vers une meilleure gestion de ces flux, notamment en s'appuyant sur des gares locales. Par ailleurs, à Atout France, le pôle tourisme urbain propose à ses membres des accompagnements. Nous travaillons avec les villes touristiques sur des benchmarks thématiques comme la valorisation de l'offre de nature de proximité afin d'attirer les touristes vers des lieux hors des sentiers battus. Donc l'enjeu, il y a également un enjeu de sensibilisation, donc sensibiliser davantage les visiteurs et c'est notamment, l'objet de la charte éthique du voyageur développée par ATR qui propose, des recommandations aux visiteurs pour des voyages, plus responsables. Au niveau local, comme on l'a vu donc, à Marseille, mais, dans plein de villes françaises et européennes et internationales, des moyens innovants sont également mis en place. Donc, grâce à l'appui, de ces bureaux internationaux, Atout France a une certaine visibilité sur des initiatives menées dans d'autres pays. Donc pour citer un exemple international, Amsterdam utilise des capteurs dans les espaces publics pour détecter, des pics de fréquentation et donc à partir d'un certain seuil de population détectée, des initiatives
initiatives sont mises en place, comme par exemple la marche à sens unique dans certaines rues. Donc en France, également, par exemple, il y a le musée du Louvre et de nombreux musées parisiens qui ont mis en place des systèmes de réservation de billets qui sont maintenant obligatoires et cela pour fluidifier la fréquentation. Donc pour conclure, je dirais qu'il faut travailler collectivement et ne plus seulement être dans la réaction, mais également être dans l'anticipation en imaginant des solutions en amont des potentiels pics de fréquentation. Et de plus en plus, les startups proposent des solutions innovantes pour aider à la maîtrise des pics de fréquentation. Donc, Atout France déploie aujourd'hui plusieurs programmes d'ingénierie destinés à valoriser les solutions les plus efficaces et à stimuler les expérimentations territoriales. Donc, c'est tout l'objet du pôle tourisme urbain, d'identifier ce qui marche en France et à l'international et de partager les bonnes pratiques. Si vous voulez, je crois que ce que disait Louisa Maron est important, c'est-à-dire qu'il faut anticiper, il faut se préparer et pas être dans la réaction. Avec le récent changement des statuts de l'Office du tourisme, on a par exemple institué un comité des acteurs du tourisme qui va permettre de rassembler très largement l'ensemble des acteurs du tourisme et donc d'avoir un lieu de discussion. Dans ce lieu de discussion vont être notamment intégrés les 8 maires des 8 secteurs de la ville de Marseille, avec justement cet objectif qui est de mieux répartir les flux touristiques sur la ville, euh, en écoutant chaque secteur, en considérant que chaque maire de secteur représente les habitants de leur arrondissement, et donc ils sont les mieux à même de savoir quelle est la sensibilité par rapport au sujet du développement touristique. Effectivement, si vous prenez le 11e et 12e arrondissement de Marseille, où il n'y a pratiquement pas d'activité touristique qui se développe aujourd'hui, vous êtes dans une situation radicalement différente de celle des 1er et 7e arrondissements de Marseille, dans lesquels vous trouvez la moitié des plages de Marseille et puis le quartier du Vieux-Port. Donc, il s'agit bien de concerter. L'association de l'ensemble des acteurs est fondamentale dans le travail qui est à faire pour avoir notamment pour objectif d'accompagner la transformation de cette économie touristique vers un modèle à la fois plus durable et plus soutenable. Évidemment, comme le dit Louisa Maron, le tourisme de toute saison nous intéresse bigrement. Et là-dessus, c'est l'un des leviers qu'on voit, nous, il est dans le fait de développer une politique touristique très orientée sur la culture. Parce que, alors ça correspond aussi aux atouts de Marseille, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de programmation par exemple, Marseille accueille de plus en plus de manifestations l'hiver, donc il s'agit d'attirer l'attention des publics qui potentiellement pourraient venir faire un séjour à Marseille à ces moments de l'année, plutôt effectivement, et à ce moment-là de faire de la promotion à ce moment-là, contrairement à l'été où, comme vous l'avez compris, on arrête toute promotion, en tout cas tant que ça fonctionne de cette manière-là. Dans le cadre de la politique municipale de manière plus générale, tout ça s'intègre dans un cadre global qui est dans lequel on est un peu bien encadré, j'allais dire aujourd'hui, puisque Marseille est lauréate, ville lauréate du programme européen des 100 villes neutres, des 100 villes européennes neutres en carbone, et que tout ça donne un cadre qui nous oblige, mais dans lequel on trouve également des sources importantes, comme la question évidemment extrêmement importante aujourd'hui des mobilités, puisqu'on sait qu'une partie de la production de carbone passe par les mobilités, et d'avoir donc une réflexion autour de la table avec l'ensemble des acteurs de la mobilité, que ce soit les gens qui font du transport par bus, mais également la RTM qui est la régie des transports marseillais, mais également le Grand Port Maritime de Marseille qui accueille tout un tas de flux touristiques qui arrivent là, l'aéroport de Marseille bien évidemment aussi, pour avoir une réflexion globale et partagée entre tous les acteurs, mais toujours en ayant les Marseillais au milieu du jeu. Parce que ce jeu-là, celui de l'accueil, on peut avoir les meilleures idées du monde. On en a eu une que l'Office, alors qu'il n'était pas sous notre responsabilité, a décidé de mettre en œuvre, qui est celui d'avoir des équipes de binômes d'accueil sur les points chauds de la ville. Ça marche très bien avec une personne bilingue au minimum dans chaque binôme. Ça a vraiment permis d'orienter des flux touristiques et d'avoir un effet très concret. Donc tout ça, c'est très bien. Mais la réalité et la transformation vers un tourisme plus durable, ayant un impact économique sur l'ensemble de la ville et ayant moins d'impact sur certaines zones spécifiques, elle demande une réflexion de chaque acteur touristique, mais aussi de chaque acteur touristique concerté avec les autres. Bon, vous connaissez par exemple Clé Verte, qui
qui est un dispositif qui fonctionne très bien sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et particulièrement à Marseille. Je crois qu'il y a plus d'une centaine d'hôteliers qui sont maintenant associés à ça. Donc là, on est vraiment sur une démarche de professionnels qui décident de mener une démarche spécifique dans le domaine du développement durable. Je crois que l'innovation, enfin je terminerai par ça, est aussi un point important. À l'intérieur de ce comité des acteurs du tourisme, on va créer une sorte de laboratoire d'innovation touristique. Alors il en existe déjà, il en existe dans les zones de montagne, je sais qu'il en existe quelques-uns en France, mais évidemment qu'un laboratoire d'innovation touristique à Marseille, il n'a pas le même sens que celui qui va être installé dans les Alpes ou celui qui va être installé à Brest. Donc nous, on a besoin effectivement d'avoir des gens qui viennent aussi avec des idées et avec des solutions par rapport à des problématiques qui sont clairement identifiées. Enfin, parce que je peux pas passer au travers de ça, c'est que on a besoin d'étudier les choses. On a besoin d'aller interroger les habitants. Il y a des études générales qui ont été faites, c'est très bien, mais nous, on a besoin d'interroger les Marseillais. On a besoin d'interroger les visiteurs et les touristes. On a besoin de faire des études, on a besoin de mesurer les flux. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 4 millions ou 5 millions de touristes par an à Marseille. En fait, on n'en sait rien. On sait que on a des flux touristiques très importants sur Marseille, on sait qu'on a des zones surfréquentées, mais l'objectif aujourd'hui, grâce à des outils de mesure qui existent, qui sont déjà sur le marché, va être de mesurer précisément, jour par jour, où se trouvent les visiteurs, et puis à la limite, qu'est-ce qu'ils font, de manière à pouvoir aussi agir en conséquence. Vous avez évoqué tout à l'heure le changement de dénomination de votre office de tourisme. Alors tout le monde ne le sait peut-être pas, donc effectivement le 1er janvier 2023, la ville de Marseille a récupéré la compétence tourisme. Même si vous nous avez déjà donné plusieurs indices, notamment avec le comité du secteur tourisme et la promotion du tourisme hors saison, comment avez-vous revu votre politique touristique et votre politique d'accueil ? La question essentielle, c'est celle de l'accueil et de la promotion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut faire plus d'accueil et beaucoup moins de promotion. Donc, c'est mettre des moyens d'accueil, mettre des moyens d'études, effectivement, de manière à avoir une connaissance approfondie du phénomène du tourisme à Marseille, en sachant que, comme vous le savez très bien, le tourisme évolue aussi partout dans le monde dans ses modes et dans ses pratiques. Et donc, on a besoin d'avoir de l'imagination. Aujourd'hui, on a effectivement une stratégie dans laquelle on souhaite à la fois désaisonnaliser la fréquentation touristique, améliorer donc la fréquentation en hiver. On a une stratégie qui vise à mieux répartir les flux sur le territoire, en sachant que la ville de Marseille, c'est à peu près 2,5 fois la taille de la ville de Paris, donc on est sur un territoire absolument immense. Et puis, c'est la prise en compte d'un élément principal aussi, c'est de considérer, et on peut le voir très bien en interrogeant les restaurateurs ou les bars, par exemple, ou les lieux de fête le soir et la nuit à Marseille. Les premiers touristes de ce point de vue-là à Marseille, ce sont les Marseillais eux-mêmes. Donc, il s'agit, et c'est pour ça qu'on a changé d'ailleurs la dénomination de l'Office du tourisme, il s'appelle aujourd'hui non plus Office du tourisme et des congrès, mais Office du tourisme, des loisirs et des congrès. On considère que les Marseillais sont les premiers touristes dans leur ville, et c'est parce qu'on va avoir la capacité de produire un projet global à leur attention, qu'ensuite on va attirer un tourisme de gens qui ne viennent pas spécifiquement chercher des spots touristiques, mais qui viennent chercher le mode de vie marseillais et à vivre quelques jours, un week-end, quelques semaines, comme vivent aujourd'hui les Marseillais. Pour nous, c'est la meilleure manière d'intégrer le phénomène touristique à l'intérieur de la ville. C'est-à-dire un tourisme qui ne vient pas transformer la ville, mais bien une ville qui va transformer les touristes qui la visitent. Merci Laurent Lardy et Louisa Maronne. Merci à vous. Merci beaucoup. La transformation durable et responsable du tourisme est au cœur des travaux de la commission tourisme de France Urbaine. France Urbaine a d'ailleurs engagé une réflexion avec l'ADEME, Atout France et le Shift Project autour de la décarbonation de l'économie touristique. Si vous voulez plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de France Urbaine. Merci à tous d'avoir écouté Échos Urbains, le podcast de France Urbaine. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire et on vous dit à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.